Bonjour à tous, donc Emmanuel Gastaldi, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier et je suis également membre académique de l'association Polybioaide qui travaille au développement de matériaux biodégradables. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de la biodégradabilité, de sa définition, son évaluation, de ses limites, et également, je vous parlerai des normes. Alors, c'est un vaste sujet. En 5 minutes, évidemment, je ne vais que l'aborder de façon superficielle, mais il n'y aura aucun problème pour que je détaille certains points avec vous en dehors de ce séminaire aujourd'hui. Donc, pour commencer, que signifie biodégradable, hein? Donc, un polymère ou un matériau biodégradable est un polymère ou matériau capable d'être métabolisé, donc utilisé comme source de carbone par la microfaune et la microflore de l'environnement, pour être transformé en biomasse, en eau et en carbone minéral ou en méthane dans le cas de conditions anaérobies. Donc cela signifie qu'il ne s'agit pas de prendre un matériau, de le mettre en contact avec une souche sélectionnée et de lui donner uniquement ce matériau comme source de carbone. Non, c'est dans un environnement le plus représentatif possible de l'environnement que ce test doit être réalisé. Alors, il y a une petite différence entre biodégradable et compostable dans la mesure où compostable, en fait, concerne les caractéristiques d'un objet et non pas d'un polymère. Donc, on a l'objet dans son ensemble et on va, donc c'est ce qui permet d'évaluer sa capacité à se biodégrader dans des conditions particulières qui sont des conditions de compostage, donc un milieu particulier avec d'autres micro-organismes, enfin une diversité beaucoup plus importante et puis une température différente aussi. Donc ceci se fait dans des conditions normalisées et surtout un matériau compostable est un matériau qui va également répondre à d'autres exigences spécifiques. Donc ces exigences porteront sur de la désintégration, mais aussi en termes de composition et d'écotoxicité de ces produits de dégradation. Donc on verra ça un petit peu plus loin dans la présentation. Enfin, avant de vous détailler les mécanismes de la biodégradation, on rappellera que la biodégradation est une option de fin de vie, voilà, donc qui est responsable d'un point de vue environnemental dans la mesure où elle permet d'éliminer des déchets plastiques biodégradables grâce à l'action de micro-organismes. Alors, quels sont les mécanismes impliqués dans la biodégradation? Donc, pardon, on en a plusieurs en fait, donc c'est des mécanismes successifs ou concomitants, hein, qui relèvent de la physique, de la chimie et de la biologie. Donc ces mécanismes, on peut les diviser en 4 étapes, hein. On a tout d'abord, dans un premier temps, une fragmentation du matériau, bon, sachant que comme elles peuvent être également concomitantes, tout peut commencer en même temps, hein. Donc la fragmentation du matériau entraîne sa réduction en fragments ou en particules de petite taille, avec peu ou pratiquement pas de modification de la masse molaire, et ça fait plutôt appel à des facteurs physiques, hein, voilà, les UV, la chaleur, notamment l'oxygène, et le stade ultime en fait de cette fragmentation est la désintégration. La seconde étape, donc si on peut dire qu'elle vient après, mais bon, voilà, concerne en fait tous les phénomènes biotiques et abiotiques. Donc biotique, ça veut dire que on range dedans plutôt tout ce qui est en rapport avec le vivant, hein, donc des mécanismes enzymatiques ou des mécanismes chimiques aussi, hein, voilà, et également des mécanismes abiotiques, donc là où on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu pour la fragmentation, qui vont conduire par contre à une réduction de la masse molaire du polymère. Donc là, on a une diminution, une altération beaucoup plus importante des chaînes. Et enfin, pour finir, la bioassimilation, qui est la dernière étape, bon, celle-là, elle ne peut pas arriver avant, hein, voilà, puisqu'elle nécessite que le polymère ait été fractionné en oligomères ou en petites molécules de taille suffisamment faible pour pouvoir être intégré par les micro-organismes, pour être transformé en biomasse, en eau, et puis en gaz et en ATP. Donc justement, on va voir tout de suite
comment est-ce qu'on va évaluer la biodégradation. Donc l'évaluation de la biodégradation se fait sur la base de la bioassimilation. C'est en fait la dernière étape de la biodégradation qui permet d'évaluer la biodégradation et non pas la fragmentation ou la dégradation. Donc l'évaluation de la biodégradation se fait à l'aide de méthodes respirométriques. Donc il va s'agir de doser soit dans le cas d'une biodégradation aérobie l'oxygène consommé ou le dioxyde de carbone dégagé qui correspond à la respiration microbienne. On peut également avoir recours à la mesure de l'ATP, mais dans ce cas on a du mal à voir si la biodégradation est totale, hein. Voilà, donc l'oxygène consommé et le CO2 libéré sont des composés quantifiables. En anaérobie, il y a également un dégagement de méthane, voilà, en plus du CO2, donc le rapport entre les deux est variable hein, selon les conditions. Évidemment, il n'y a pas de consommation d'oxygène, donc là, on va se baser sur la mesure du méthane dégagé, donc par la fermentation microbienne. Et on peut aussi doser en parallèle l'ATP, mais ce n'est pas sur la mesure de l'ATP que va se faire l'évaluation de la biodégradation. Alors, ce méthane et ce CO2 peuvent être également suivis à l'aide d'un radiomarquage, à l'aide de carbone 13. Donc, dans ce cas, le matériau est préalablement marqué avec un isotope radioactif du carbone et on va suivre la radioactivité dans les émissions. Évidemment, là, il ne s'agit pas du tout d'une méthode de routine, c'est une méthode complexe, très onéreuse. Et généralement, on a uniquement recours au dosage de ces deux gaz par chromatographie gazeuse ou par des méthodes de dosage chimique. Voilà. Alors, en plus de ce CO2 et de cet ATP, ou de ce méthane, ce CO2 et cet ATP, on a également une production de biomasse, ou plutôt une réorganisation des différents composants, des différentes communautés microbiennes, hein, donc qui traduit une certaine croissance microbienne et un changement de diversité qui est tout à fait normal en présence du matériau, et également un petit pourcentage de carbone sans doute résiduel qui resterait lié en fait notamment à la matière du sol par exemple, à l'humus et qui n'est pas quantifiable. Voilà. Alors, donc voici les différentes normes qui sont utilisées en France, parce que ce qui est important de rappeler, c'est que la mesure de la biodégradabilité se fait dans des conditions particulières de milieu. On ne peut pas déclarer un matériau biodégradable dans tous les milieux. Donc il y a certaines restrictions pour certains matériaux, notamment le PLA, comme vous l'avez dit, en milieu de compostage industriel. Donc pour ce milieu, c'est essentiellement la norme 13432 qui est très connue et qui est très utilisée, qui est une norme typiquement emballage. Il en existe une autre pour le plastique qui est on en parle beaucoup moins souvent, mais qui est tout aussi utile et qui est très proche de la première. Voilà, donc là il s'agit d'une norme de spécification. On a également une norme de spécification, donc je vais revenir rapidement sur cette différence entre ces deux normes. Donc pour le compostage domestique, on a actuellement une norme française, mais une norme internationale est en cours de rédaction. On a également plusieurs normes pour évaluer la biodégradation en méthanisation, donc en digesteur anaérobie. Alors là, on remarque justement qu'on n'a que des normes d'analyse d'essai, comme on l'indique ici. Donc, ce qui veut dire que pour ce milieu-là, on a uniquement des normes qui vont définir les conditions de mesure et ne vont pas fixer de seuil et de temps, comme le font les normes de spécification des milieux compostables industriels et domestiques. On a enfin des normes qui permettent d'évaluer la biodégradation en sol. Donc là, on a également une norme de spécification, la 13033, qui est une norme assez récente, très utilisée aujourd'hui. Et puis pour les deux derniers milieux, qui sont des milieux aqueux, on a uniquement également des normes d'analyse d'essai, ce qui veut dire que c'est uniquement des méthodes et pas du tout de seuil et de durée. Alors, comme on peut le voir ici, en fait, ces différents milieux traduisent un niveau d'agressivité variable et justement décroissant
puisque le milieu compostable est le milieu reconnu pour être le plus agressif par rapport aux matériaux, contrairement au milieu aqueux, donc milieu aux sources, pardon, eau douce, pardon, et eau de mer. On peut également, voilà, donc on a une gradation entre ces différents milieux. Alors, je vais vous détailler un petit peu plus ce qu'est une norme de spécification et pourquoi ces normes sont très utiles, puisque, on l'a vu, elles fixent des seuils et des vitesses de biodégradation. Donc, pour un certain nombre de milieux, donc ça c'est une mesure qui est en rapport avec l'environnement dans lequel le matériau va être mis, puisqu'on le rappelle, la biodégradation sans mention du milieu n'a pas de sens. Et on a également associé à cette biodégradation un test de désintégration qui est utilisé notamment pour les milieux compost domestiques et compost industriels. Alors la différence entre ces deux tests, c'est que le premier se fait sur le polymère ou le plastique, et le second se fait sur l'objet en entier, l'objet fini. Alors, comme le titre de cette diapositive l'indique, les normes de spécification sont des normes multicritères. Ça veut dire qu'elles se basent sur des critères d'exigence de biodégradation, de désintégration pour les milieux compost, mais aussi 3 autres critères qui sont très importants et qu'il faut vraiment rappeler, notamment des exigences en termes de teneur en métaux lourds qui ne doivent pas dépasser certaines limites, des exigences en matière de teneur en matière organique, molécules organiques, donc qui sont généralement en lien avec les exigences de REACH, et également des exigences en termes d'écotoxicité, puisque des tests d'écotoxicité sont prévus sur un certain nombre d'organismes végétaux, comme des végétaux supérieurs, notamment monocotylédones, dicotylédones, mais également des vers de terre, des daphnies, des algues d'eau douce, et également récemment, comme dans la 17033, un test de nitrification. Voilà. Donc ces normes sont très importantes. Et on peut d'ailleurs remarquer, comme sur la diapositive suivante, donc la plupart, enfin les matériaux qui répondent aux exigences de ces normes satisfont ces normes. Et on peut remarquer justement sur cette nouvelle diapositive que ces exigences sont sévères, puisque la plupart des végétaux qui sont présentés ici n'arrivent pas à satisfaire ces normes. Donc finalement, elles sont très sévères, donc, et on voit ici que uniquement les fibres de lin arrivent à se biodégrader dans les limites de temps qui sont imposées par ces normes, que ce soit en milieu compostage à 58 degrés, en milieu sol à 28 degrés, où là on arrive à 90% qui est le minimum exigé de biodégradation en moins de 6 mois de 6 mois et de 24 mois. Donc on a ici le rappel des exigences pour les différents milieux. Donc pour Emmanuel, il conclure, faudrait que vous concluiez là. Ça tombe bien, c'est là. voilà, je dirais que la revendication, donc je rappellerai que la revendication biodégradable doit être absolument définie par rapport à un milieu, et c'est pour ça que des tests normalisés existent. Ces conditions de tests normalisés sont des conditions modèles, c'est des conditions, elles ne sont pas du tout, enfin, ce ne sont pas des conditions réelles, mais des conditions réelles, il en existe multiples, tout dépend où on se trouve à la surface de la Terre, mais elles permettent une démonstration de la biodégradabilité ultime d'un polymère, donc ça c'est très important, et surtout, elles permettent d'exclure les polymères qui ne sont pas biodégradables. Enfin, rappelons que la biodégradabilité est une option de fin de vie qui doit être absolument en cohérence avec l'application qui est visée, donc à savoir des produits à courte durée de vie, comme les emballages alimentaires, des produits impossibles à collecter, donc c'est notamment ce qu'on a vu pour tout ce qui est application agricole ou milieu marin, et également des produits impossibles à recycler, des matériaux multicouches ou par exemple le polystyrène. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que un recueil de normes a été réalisé en partenariat avec l'ADEME, l'association Polybioède et la structure APESA. Donc Claire Jacquet va vous faire une présentation juste après. Donc, et elle est consultable en suivant le lien indiqué sur cette diapositive.
Donc, bonjour à tous. Déjà, dans un premier temps, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler un petit peu de nos travaux au cours de ce webinaire. Je m'appelle Laurent Bellard, je suis responsable recherche et développement dans une société qui s'appelle Naturplast et sa société fille qui s'appelle Biopolinov. Alors, très succinctement, je vais vous présenter rapidement notre équipe, notre société et nos travaux. Notre société existe depuis 2007, Naturplast existe depuis 2007. Et aujourd'hui, on reste en Europe l'unique fournisseur de la quasi-totalité des matières biosourcées et ou biodégradables qui vont être produites à travers le monde. Donc concrètement, si vous cherchez du PLA, on peut en fournir. Si vous cherchez du PBS, on peut en fournir, du PBAT, du PHA, etc. etc. En 2010, on a créé une seconde structure qui s'appelle Biopolinov. Biopolinov est un centre de R&D dans lequel on va travailler spécifiquement à l'amélioration, la modification, l'optimisation des propriétés de ces matières biosourcées et ou biodégradables. Alors, on est aujourd'hui une petite équipe de 11 personnes, relativement jeunes, et bon, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on travaille dans ce petit monde-là. On est avant tout, à la base, un fournisseur de matières premières biosourcées biodégradables, mais les travaux de R&D qui sont menés nous permettent également aujourd'hui de proposer à nos clients un certain nombre de compounds, de formulations qui ont été développées par nos soins, formulations avec des propriétés améliorées, que ce soit spécifiquement par de l'additif, du mélange ou par l'incorporation de fibres et de coproduits. Alors, concrètement, en fait, chez nous, comment ça va marcher ? La majorité de nos clients vont arriver, nous contacter avec une idée, avec un produit, avec un concept, peu importe, et une envie d'utiliser des matériaux que l'on peut considérer à tort ou à raison, selon les applications, comme des solutions plus favorables d'un point de vue environnemental. L'idée chez nous, ça va être dans un premier temps de clairement redéfinir le besoin, l'attendu. Donc redéfinir très précisément le cahier des charges. Pour parler aujourd'hui spécifiquement des formulations biodégradables, il est fréquent qu'on ait des clients ou potentiels qui nous disent voilà mon produit, je voudrais qu'il soit biodégradable. La première question que nous on se pose et que l'on pose du coup aux potentiels clients, c'est d'accord, biodégradable, très bien, mais pourquoi? Est-ce que vous avez besoin que ce soit biodégradable? Et ça rejoint tout à fait ce que Mme Gastaldi disait, il faut que ça soit en cohérence avec le produit visé. Donc, avez-vous besoin de la biodégradabilité? Est-ce que c'est lié à votre application? Est-ce que c'est lié à la manière dont il va finir sa vie? Pourquoi voulez-vous que ce soit biodégradable? L'autre question, c'est biodégradable, d'accord, mais on vient de le voir avec toutes les normes d'essai et la difficulté qu'il y a à assimiler des milieux. Biodégradable, oui, mais où? Dans quel milieu? Parle-t-on d'un milieu marin? Parle-t-on d'un milieu sol? Parle-t-on d'un compost? Parle-t-on d'un compostage industriel? De quoi parle-t-on? Et déjà, ce premier filtre chez nous permet de savoir si le client a bien perçu ce qu'impliquait la notion d'un produit biodégradable. Et il faut absolument éviter, de toute façon, dans quelques temps, on n'aura plus le droit, mais je pense qu'on en parlera cet après-midi, il faut absolument éviter d'afficher mon truc est biodégradable, vous pouvez le jeter. C'est hors de question et c'est certainement pas la bonne option. Donc, ça nous permet clairement de définir le besoin. Et lorsque la biodégradabilité est réellement une plus-value technique en cohérence avec le produit que l'on cherche à faire, là, effectivement, on va pouvoir commencer à travailler, à apporter notre expertise et nos idées de manière à définir la matière, la formulation qui va convenir à l'attendu du cahier des charges. Donc, la correcte définition du cahier des charges et puis dessus, notre expertise, nos connaissances dans ce domaine-là vont mettre en œuvre une formulation en tenant compte des contraintes. Le travail principal, lorsque l'on doit développer une formulation, il faut savoir, je pense que la majorité d'entre vous le savent, mais on utilise très rarement un matériau polymère seul. Les matériaux polymères sont, dans la majorité des cas, ce sont des matériaux qui sont formulés. Et donc, on a un ou plusieurs polymères. On intègre également un certain nombre de charges, d'additifs, de plastifiants, de colorants, de pigments. Bref, ce n'est pas une matière unique, c'est un ensemble de matières. Et la résine n'est quasiment jamais utilisée seule. Donc évidemment, la question qui se pose, c'est d'accord, je cherche à définir une formulation biodégradable, mais il y a tellement de choses à l'intérieur. Comment je fais pour être certain que ma formulation va être biodégradable?
À notre niveau, en fait, il y a deux principales pistes. Il faut savoir que notre critère d'entrée, dans tous les cas, si la biodégradabilité a été définie comme une contrainte du cahier des charges, le premier critère d'entrée, ça va être sur quelle norme doit-on se baser. Le plus souvent, comme ça a été souligné, la plus connue et la plus usitée, ça reste cette norme de compostage industriel, la NFEN 13432, et on va souvent se baser sur cette norme de compostage industriel. Et là, en fait, on va avoir deux options en général. J'ai une formulation dans laquelle j'ai énormément de composants. La meilleure des options, et celle qu'on essaye de privilégier, c'est de s'assurer que tout ce que l'on va mettre à l'intérieur de notre formulation est certifié compostable au sens de la norme 13432. Attention, ce n'est pas parce que l'ensemble des composants est certifié compostable que la formulation résultante sera certifiée compostable. On dira que ça permet de se donner une bonne base de démarrage, mais il n'empêche que la formulation, avant que vous puissiez dire qu'elle est compostable, elle doit quand même passer entre les mains de l'organisme certificateur. Donc, la première piste pour nous, c'est de prendre en amont toutes les précautions nécessaires, mais en aval, il faudra malgré tout que le client amène son produit au niveau de l'organisme certificateur qui lui dira si son produit peut être certifié compostable ou pas. Il y a une notion et une nuance très, très importante. Madame Gastaldi parlait d'objet. Nous, on développe la formulation et l'ensemble des composants de la formulation peut être certifié compostable, mais l'objet que vous allez en fabriquer, lui, peut être soumis à d'autres contraintes. Et on pense notamment à des contraintes d'épaisseur, de géométrie. On imagine assez aisément que si la formulation est testée à l'échelle de quelques microns, ça sera de toute façon beaucoup plus rapide, puisqu'il y a des notions de cinétique à prendre en compte, que si l'objet que vous fabriquez avec la formulation, si l'objet fait 2 mètres d'épaisseur, forcément, même si la formulation peut être certifiée compostable, l'objet que vous en avez fabriqué, lui, ne le sera peut-être pas. Donc, c'est assez subtil, mais il faut faire extrêmement attention à ce point-là. Donc, soit s'assurer que tout peut être compostable. L'autre piste, c'est de lire la norme précisément et de voir ce que la norme nous permet de faire. Dans tous les cas, si on doit développer une formulation compostable au sens de la 13432, il faut que l'on respecte les critères de la 13432. Ça implique notamment les critères cinétiques, certes, mais également les critères de composition, métaux lourds, métaux volatiles et écotoxicité. Ça, c'est le premier point. Tout ce que l'on met à l'intérieur ne doit pas perturber ces critères-là. Et ensuite, la norme, dans l'annexe A, précise qu'à partir du moment où j'ai mis un constituant organique au-delà d'un seuil de 1%, je dois valider que ce constituant organique est biodégradable. Par contre, je n'ai pas le droit de mettre plus de 5% de constituants dont la biodégradabilité n'est pas déterminée. En fait, la norme va permettre une certaine latitude sur l'utilisation d'additifs et de composants minoritaires présents à moins de 1%, sous réserve que ceux-ci ne polluent pas concrètement le sol, sous réserve que ceux-ci ne soient pas écotoxiques, ne soient pas un métaux lourd. Donc, on a des critères à respecter, mais une petite attitude. Donc, selon la formulation que l'on va devoir développer, si l'on doit faire en sorte que la formulation soit compostable, ce sont les deux pistes qu'on va utiliser. J'insiste quand même sur un point. L'idée première, c'est a-t-on réellement besoin que l'objet soit compostable? Est-ce que ça se justifie ou pas? Si ça se justifie, à ce moment-là, on va dans un premier temps favoriser d'utiliser uniquement des composants compostables ou profiter, si nécessaire, de la latitude qui est offerte par la norme. Bonjour à tous, donc Claire Jacquet-Lassus, je suis chef de projet matériaux et environnement au sein de l'APESA. L'APESA est un centre technologique en environnement basé dans le sud-ouest de la France, en Nouvelle-Aquitaine. On est aujourd'hui 44 collaborateurs et donc une ancienneté de l'ordre de 25 ans sur le territoire. Et nous avons, on va dire, 4 pôles différents au sein de notre structure et 2 de ces pôles sont concernés par le sujet d'aujourd'hui, les polymères biodégradables. C'est notre pôle valorisation des déchets biomasse et effluents. Mes collègues du plateau technique s'occupent, eux, de tout ce qui concerne la méthanisation, le compostage, la culture de microalgues et la fin de vie des plastiques biodégradables. Et l'autre pôle dont je
fait partie, qui est le pôle éco-innovation et valorisation environnementale. Donc, dans ce pôle-là, on accompagne les entreprises dans leur démarche d'éco-conception et notamment en utilisant des mesures d'impact environnemental. Donc, mes collègues du plateau technique, APESA Valorisation, travaillent depuis 2015 sur ces sujets de biodégradabilité des plastiques. D'abord en réalisant des essais, des premiers essais, puis en 2015, puis en 2017, un gros projet multipartenaire qui a été monté, qui s'appelle Bioplast. On va en reparler. L'arrivée d'une thèse en 2019 sur ce sujet-là, puis 2019 également, Emmanuel Castaldi en a parlé, notre participation à cette revue critique des normes sur la biodégradabilité de ces polymères. En 2020, on a une acceptation d'un nouveau projet qui concerne, lui, la méthanisation, la fin de vie par méthanisation de ces matériaux-là. Et puis, à noter aussi notre habilité aujourd'hui, depuis 2020, notre reconnaissance par TÜV Austria pour la réalisation, donc sous certificat TÜV Austria, de tests de compostabilité industrielle et de compostabilité domestique. Voilà. Donc, est à l'étude aujourd'hui la biodégradabilité dans les sols et bien l'équipe espère dans les prochaines années se faire certifier également sur cette thématique-là. Donc, du côté éco-innovation, éco-conception, ça fait presque 15 ans qu'on travaille sur, on va dire, les polymères biosourcés au sens large. D'abord pour conseiller les entreprises dans le choix des polymères biosourcés, le renfort de fibres végétales dans les plastiques, les composites, et puis depuis 3 ans sur la réalisation de mesures d'impact environnemental sur ces matériaux. Donc, du coup, j'ai prévu de vous parler de ce projet Bioplast et d'un autre projet après, si on a le temps, pour vous montrer un petit peu à quoi peut servir cette analyse d'impact environnemental. Voilà. Donc, notre projet Bioplast, c'est un projet multipartenaire, comme je le disais, et qui consiste à produire du matériau polymère biodégradable PHA à partir de déchets ou de coproduits issus de l'agriculture. Ces coproduits étant transformés pour synthétiser des PHA qui ensuite sont confondés avec d'autres déchets fibreux qui proviennent de l'agriculture pour fabriquer des produits pour le monde agricole également, donc des films, des pots, des buses d'arrosage. Et enfin, ces différentes pièces produites pour l'agriculture, on a imaginé et étudié leur fin de vie avec notre équipe valorisation en compostage et en méthanisation. Voilà, donc c'est vraiment une économie circulaire de la filière de plastique biosourcé biodégradable pour le monde agricole. Et donc, je choisis cet exemple pour vous expliquer les travaux qu'on peut réaliser en mesure d'impact environnemental. Donc, ça a concerné, et c'est pas tout à fait terminé sur cette étude, en quoi consiste cette mesure? Eh bien, elle consiste à prendre chacune des étapes de ce cycle de vie que je vous ai représenté, hein, qui est de la production de la matière jusqu'à la fin de vie des pièces, en passant par l'utilisation et la fabrication de ces pièces. De regarder chacune de ces étapes et pour chacune de ces étapes, de faire un inventaire de cycle de vie. Ce qu'on appelle un inventaire de cycle de vie, c'est de recenser vraiment quelles sont à chaque étape toutes les consommations de ressources renouvelables, de ressources non renouvelables, de différentes énergies, d'eau, de différentes substances chimiques. Et parallèlement à tout ce qui rentre dans le système, on va dire, on regarde également tout ce qui en sort à chacune de ces étapes, c'est-à-dire quelles sont les émissions de substances dans l'air, dans l'eau, dans le sol, dans les différents compartiments, et quelles sont également les émissions de déchets. Et à partir de ces inventaires-là, on dispose de logiciels experts de modélisation de cycle de vie qui vont utiliser des bases de données pour calculer, modéliser des impacts potentiels sur l'environnement. Et ces impacts sont regardés au travers de différents critères. Hein, la CV a cet avantage-là de regarder différents critères, pas simplement le réchauffement climatique par exemple, mais de regarder des critères sur des pollutions qui peuvent être générées sur les écosystèmes, hein, sur l'eau, sur les sols, les acidifications, écotoxicité, etc. Sur la santé également, la santé humaine,
l'analyse des substances cancérigènes, etc. Et également l'impact sur nos ressources, épuisement des ressources fossiles, utilisation de ressources minérales, etc. Donc c'est vraiment un regard qui est multi-étapes et multi-critères. Voilà, donc à quoi peut servir la réalisation de tels travaux dans le cadre d'un projet de R&D comme ce projet Bioplast? Eh bien, très rapidement, pour vous illustrer ce qu'on a déjà pu faire, c'est comparer différents compounds produits à l'intérieur du projet et pour voir comment ils impactaient sur l'environnement, l'un comparativement à l'autre, je vais dire, et ça peut permettre de faire des choix au travers de cet œil, de ce nouvel œil qui est l'impact environnemental. Ça permet également, donc vous voyez là c'est l'exemple de 2 compounds, dont un réalisé avec un renfort de capitules de tournesol et l'autre de paille blanche. Ça va permettre également, quand on regarde comme sur ce graphique, la modélisation de l'impact d'un pot horticole réalisé à partir de PHA et de fibres végétales moulées par injection, de regarder quelle part du cycle de vie impacte le plus. Là, aujourd'hui, dans cette modélisation, la fin de vie n'est pas prise en compte, mais on voit qu'il y a une part assez importante de l'étape du process de transformation, tandis que le polymère lui-même, contenu dans notre horticole, qui est le PHA, n'impacte pas au-delà de 10%. La fibre végétale contenue dans le pot impactant différemment. Voilà, donc ça va permettre de voir quelles sont les étapes du cycle de vie qui sont les plus impactantes et éventuellement, quand on est dans le cadre d'une éco-conception, de pouvoir travailler ensuite sur ces étapes de cycle de vie pour essayer de faire, par exemple, des diminutions d'énergie, des changements de produits pour réduire les impacts du produit au global. Et puis enfin, l'objectif final, qui n'est pas encore complètement réalisé dans ce projet, ça va être de comparer les produits que nous allons fabriqués, que nous avons en partie fabriqués, avec des produits classiques, issus des filières classiques qu'on va trouver dans l'agriculture, c'est-à-dire peut-être en polyéthylène classique, en polypropylène. Voilà, c'est essentiellement ces matériaux-là qui sont présents aujourd'hui. Donc là, c'est une toute première comparaison, bien sûr, avec toutes les réserves, puisqu'on n'est pas au bout du projet et que ce sont voilà, des comparaisons qui ne concernent aujourd'hui que la fabrication de ces pots, où on voit que nos pots issus de déchets agricoles renforcés de fibres semblent présenter des choses encourageantes par rapport à des plastiques plus classiques, sans avoir encore intégré une fin de vie par compostage ou méthanisation.